en fait, Alex, il y a Pour vous expliquer à la fois les études d'architecture, vous parler aussi du projet de parc de ville, et puis évidemment répondre à vos questions. Je vous ai beaucoup de questions toujours sur la question de l'admission, du texte, tout ça. Évidemment, on peut voir une reconnaissance de leur qualification dans l'ensemble de l'Union européenne et de l'ensemble des universités européennes. Et cela permet aussi d'étudiants chaque année en mobilité. Alors, en dehors de la mobilité, l'école a développé aussi des coopérations pédagogiques avec des établissements étrangers. Peut-être pas tarder à lancer une visite de l'ENSA pour ceux qui sont intéressés. Je sais pas si là on a un petit groupe peut-être. Ouais. Ok, bonjour à tous et à toutes. Donc moi c'est Laïna et donc je suis en deuxième année et donc je vais un peu vous faire ce petit tour. Donc en soi, tout au long du parcours, on va voir un peu des projets des étudiants qui sont exposés depuis la première année jusqu'à les projets de fin d'études, donc les PFE. Et donc ça commence par même juste à votre gauche. On peut voir par exemple un des projets de fin d'études qui sont réalisés. Donc on peut voir à quel point c'est un travail précis, détaillé et qui a vraiment été très appliqué. Et sur votre droite, vous allez trouver une expo qui est là pour durer. Et en fait, on a aussi ce type d'exposition au sein de l'ENSA. Donc là, par exemple, c'est une étude des énergies qui sont utilisées dans l'établissement et comment faire en fait pour peut-être retravailler sur ça, faire des économies. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'on passe tous les jours par là, on entre, on sort et en fait, on voit ce type d'exposition, ce type de présentation qui nous touche tout particulièrement. Donc, disons qu'en règle générale, pour introduire un peu cette visite, vous allez voir en fait comment, en tant qu'étudiant, on est constamment stimulé et on a notre travail qui est constamment apprécié au sein de l'établissement. Donc, si vous voulez me suivre, on va passer par là-bas. Il y a d'autres personnes qui veulent faire une visite, je vais en entamer une aussi. Je n'avais pas encore eu le temps. Voilà. Donc ici on se trouve dans une des premières salles où on expose un peu les projets réalisés par les étudiants. Donc en fait aussi ce que vous allez pouvoir voir ou comprendre, c'est que on a énormément d'approches architecturales qui nous sont proposées. Et donc par exemple ici c'est le studio qui s'appelle Habiter les paysages. Une architecture ancrée dans la pente. Donc là l'objectif c'était de faire 18 logements sur disons un espace avec un relief assez important comme vous pouvez le voir sur cette maquette qui du coup est une maquette faite à la découpe laser qui est un outil qu'on peut utiliser dans cet établissement, la machine à découpe laser, et qui est du coup très utile pour ce type de réalisation. Donc vous pouvez observer un peu les différentes approches au travers des maquettes pour parler d'un même projet, enfin d'un même sujet de projet. Et à l'arrière de cette salle, vous pouvez voir la production faite par les étudiants
étudiants de 3e année qui ont choisi l'option bois. Et du coup ici c'était en fait un travail de réemploi de matériaux pour ensuite constituer donc cet ensemble. Et donc il faut savoir en fait que l'option bois fait partie des nombreuses options qui sont proposées dans cet établissement. Et donc à partir de la 3e année en fait on a un peu une grande palette de propositions. Et donc on verra par la suite, il y a aussi donc, la sculpture, la photographie, vous verrez. Et au fond, sur votre... voilà, au fond, il y a un dôme géodésique. Donc, qu'est-ce que c'est un dôme géodésique? C'est une figure géométrique qui marque beaucoup notre enseignement, qui nous a beaucoup marqué en tant qu'étudiants. Parce qu'on a vu, et on a peu vu ça en géométrie, en la matière de géométrie, on avait du mal à le faire. Et du coup, en fait, ce qui a été vraiment marquant de ce dôme, c'est que pendant les mobilisations des ENSA, il a vraiment été un symbole de la mobilisation, puisque finalement, c'était de montrer comment on apprend des choses en cours et en fait, on est capable de les reproduire à l'échelle 1. Et donc là, il y a Rémi Pullois qui a fait donc, ce dôme. C'est un peu, si vous voulez vous approcher, regardez un peu. Voilà. Ça vous intéresse? Donc l'idée c'était qu'on voulait avoir une structure en manifestation qu'on puisse monter sur place et qui architecturalise un peu notre occupation de l'espace. Et donc la base c'était ça, c'est-à-dire que c'était dit qu'on allait, on a un peu regardé qu'est-ce qu'on avait avec nous. On avait beaucoup de géométros, notamment les anciens géométros des L1, donc plein de feuilles de papier canson qui n'étaient plus utilisées. Et donc on s'est dit qu'on allait les prendre, les rouler, et ça fait des tubes comme ça, qu'on pouvait utiliser ensuite pour monter une structure. Et ensuite à partir des tubes, on a beaucoup réfléchi, on a eu beaucoup de trucs. Au départ les caisses elles ressemblaient à ça, donc c'était un peu trop pliable et on n'arrivait pas à tenir. Ensuite, on a monté une première fois avec des caisses comme ça, qui étaient un peu plus rigides, mais c'était pas non plus encore hyper stable. Et ensuite, par itération, on est arrivé à cette version-là des pièces, qui sont beaucoup plus rigides, et donc ça s'enfonce comme ça. Et on monte tout le dôme comme ça. Et ensuite, ici, on a des crochets, parce que structurellement, ce qui se passe, c'est qu'on a des pentagones ici, qui sont, donc avec les pièces ici, qui correspondent à celle-là. Et ensuite, on a de la tension ici, qui permet de stabiliser chacun des pentagones de la structure. Donc on a chaque pentagone qui pourrait être indépendant et la bielle au centre qui porte le tout. Enfin, qui porte pas, mais qui stabilise les 5 pentagones. Et donc c'était une structure qu'on montait sur place en 1 heure ou 2 quand il y avait des problèmes. Mais et du coup en fait ça occupait les espaces qu'on occupait pendant la mobilisation, il y avait le dôme qui et donc c'était un peu dans cette idée de faire tout au maximum en matériaux de récupération. Et donc d'où les géométros qui ont été repris, le fait que les pièces de jonction elles soient faites en carton et que ce ne soit pas des pièces imprimées en 3D, en plastique, juste comme ça. Ce côté un peu itératif et fait à la main et plus... voilà. Ce qui fait que ça a posé pas mal de problèmes quand on l'a fait, mais au final on est assez content du résultat. C'est ça. Et dans la version de la mobilisation, il y a un tambour en plus. C'est-à-dire qu'en fait, il est encore sur une hauteur comme ça. Là, on ne peut pas le monter ici parce qu'on n'a pas la place. Et donc ça faisait qu'il y avait de l'espace en dessous qu'on pouvait occuper. Et donc il y avait la fanfare, par exemple, qui allait au milieu du dôme et qui jouait des musiques, des slogans et tout ça. Et ça faisait vraiment le centre des rassemblements. Merci. Merci. On va poursuivre la visite. Merci Rémi. Ici. On va passer sur le côté parce qu'il y a un autre groupe. Il y a beaucoup de monde derrière vous, ou pas? Bon. De toute façon, on va pas rester très longtemps. Vas-y, juste là. Par ici.
d'où on vient et aussi c'est beau de se voir exposer. C'est un début de motivation et de récompense au travail. Et donc ici, là, on se fait exposer les travaux des arts visuels, c'est les travaux de L2. Et donc en gros, en L1, tout le monde suit le même enseignement d'art plastique et après en L2, on a la possibilité de suivre un peu une continuation de notre L1 ou choisir cette option qui est plus expérimentale. Donc par exemple, ici on avait un travail où il fallait que, c'est sur les couleurs, et par exemple la première couleur c'était la plus belle couleur du monde selon nous, et après la plus moche du monde selon nous, et à partir de là, il fallait que les nations pays les classes sur le travail des couleurs. Mais on a aussi expérimenté ce qui est modèle vivant à la gouache, au crayon. On a aussi fait des dessins d'observation au fusain, des dessins d'observation à la gouache. Enfin, on a eu toute une série d'outils qui nous ont été proposés et qu'on a exploités. Et par la suite même, le deuxième semestre, il y a la proposition de faire des courts-métrages. Donc c'est un peu une initiation à l'histoire du cinéma et comment fonctionne ce monde et comment on peut le réutiliser dans le monde de l'architecture. Voilà, si vous voulez continuer, regardez un petit peu, et puis ensuite on poursuivra le parcours. Et donc en fait on va aller sur la mezzanine basse après. Donc ici c'est un autre projet qui avoir une nouvelle approche. Donc là c'est le rapport architecture-héros. Donc dans ce projet les étudiants ils étaient un peu disons que stimulés par rapport à comment en fait relier l'eau à l'aménagement urbain. Et donc c'est un peu une question aussi qui touche les sujets contemporains, même juste avec les simples Jeux Olympiques. On parle de réutiliser la baignade en scène et en fait là c'était un peu aussi cet objectif. Et donc là on voit une approche aussi de... En fait, à Belleville finalement les rendus sont aussi beaucoup à la main, le dessin reste très présent même dans les projets de fin d'études. Comme vous pouvez voir, ces coupes par exemple perspective, il y a un véritable travail d'ombrage, de dessin pour permettre de rentrer dans l'espace qui est conçu. Et voilà, et donc, on y va vous de regarder que pendant plusieurs années c'était un travail qui se réalisait sur la scène et là c'est la première fois que ça se fait sur un territoire en bord de mer. Voilà. Il y a et d'ailleurs aussi il y a un studio en L2 qui travaille à peu près les mêmes thématiques, donc ce qui est cool c'est aussi à l'ESA on est un peu amené à connaître un peu de quoi s'agit ce studio. On pourra ensuite, les thématiques du studio, on pourra ensuite développer en projet d'études dès le début de nos études, donc c'est quelque chose qui est très stimulant aussi. Si vous voulez, on peut regarder un petit peu, prenez votre temps. Je suis peut-être en train d'aller un peu vite, vous me dites. On est très axé sur ce qui est à la main. Par exemple, le studio, on va faire des géométros à la main. Donc avec la planche, le thé, l'équerre. Savoir travailler avec les mains. C'est ça. L'objectif, c'est même en amphi, nos notes, on va les prendre sur une feuille blanche. Dès le départ, pour apprendre à plus écrire penché, mais à écrire en ligne droite. Et maintenant, on prend tous nos notes à la main. Sur une. Si, il y en a qui prennent à l'ordi, mais je veux dire ceux qui prennent à la main, en tout cas sur des feuilles blanches. Pratiquement jamais on va voir des gens avec des feuilles à la caron. Parce qu'en fait, on a vraiment appris à utiliser notre main comme un outil pour exprimer notre pensée. Ouais, voilà, c'est ça. On va juste attendre qu'ils sortent, mais vite fait, c'est en gros un projet assez particulier qui s'appelle les Archifolies. En fait, c'est un projet qui a été réalisé entre plusieurs années, donc L3, M1, M2, pour faire un pavillon qui va se construire par les étudiants eux-mêmes. Ils vont le construire dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc après, ils vous expliqueront bien mieux que moi. Mais c'est un studio et un projet qui est assez admiré par tous au sein de l'ENSA parce que c'est pas souvent en fait, qu'on a l'occasion d'avoir ce type d'opportunité et c'est beau de voir que ça commence en fait à venir et que peut-être que dans le futur on pourra peut-être continuer. Voilà.
Je sais pas si vous avez des questions sur l'option art plastique. Je crois que je fais tout. Et après, il y a plein d'autres options par rapport, par exemple, au logiciel informatique. Il y a l'option Blender. Enfin, là, je dis ce dont je me rappelle, mais enfin, il y a une liste. Dès la 3e année, on a une liste super longue de plein d'options qui nous sont proposées. Et en fait, c'est un peu pour que chacun puisse découvrir et en même temps se stimuler par rapport au futur et en soi avoir un portfolio aussi très varié. Parce que finalement, le fait d'avoir la possibilité de faire autant de choses différentes les unes que les autres, ça fait qu'on a un portfolio aussi très différent. Enfin, c'est pas forcément tout le temps qu'on va voir dans un portfolio d'archives des dessins de modèles vivants, enfin du nu. Et ça fait une certaine différence en soi. Enfin, ça, ouais. Les options, c'est vraiment... Pour ce qui est matière de... Enfin, pour les TD ou pour le studio. Donc ça, c'est quand même cool parce que du coup, on n'est pas trop d'étudiants gérés par un seul prof. Et en plus, chaque prof souvent bénéficie d'un ou deux moniteurs. Donc ça aussi, souvent les moniteurs, c'est des anciens élèves. Ou c'est des élèves en fait, avec qui on aura pu discuter pendant un apéro. Parce qu'on a aussi ça, on a des événements donc, intergénérationnels qui sont les apéros et tout ça. Et en fait, ça nous permet d'avoir une bonne relation avec ceux qui sont plus grands, plus petits. Et du coup, même donc, pour la géométrie, on va être en train de pas réussir à faire une figure. Et en fait, on va demander à ce Master 1 qu'on avait vu. Du coup, en fait, ça enlève un peu la pression qu'on aurait pu avoir si ils étaient pas là, quoi. Et on osera plus poser nos questions aussi. Même dans le cadre du studio, là, j'étais avec un professeur, des fois, j'avais du mal à comprendre sa correction. Et après, j'allais voir le moniteur. Et je disais, voilà, on m'a dit ça. Et c'est un peu le moniteur qui me traduisait un peu aussi la correction. Ouais, donc ouais. Et ils n'hésitent pas aussi à donner des idées pour le projet et tout, donc ça, c'est bien. Ouais, c'est sympa comme ambiance de travail. Ouais. Les gens marrent. Ah d'accord. Et pourquoi là? Bonjour. Soyez les bienvenus, merci de votre visite. Je m'appelle Noël Dominier, je suis architecte et enseignant de cette école. Ancien diplômé de cette école, il y a très longtemps. Marcel est étudiant du groupe de travail dont nous vous présentons l'œuvre ici, c'est-à-dire le pavillon de la Fédération française d'athlétisme fait par les étudiantes et les étudiants de l'école d'architecture de Paris-Belleville pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 à la Villette, dans le Club France. Le Club France, c'est là où sont réunies toutes les fédérations pour des événements en parallèle des événements sportifs, des démonstrations, des opérations de communication. 20 000 personnes par jour qui vont se balader là-dedans et une grosse partie dans notre pavillon, donc qui est conçu, développé, réalisé par les étudiantes et les étudiants autour de cette question de faire un lieu qui parle d'athlétisme sans qu'à aucun moment on pratique le moindre sport que le sport. C'est-à-dire comment est-ce qu'on s'y prend pour faire un morceau d'archi avec les valeurs qu'on retient, en tout cas les valeurs de l'athlétisme, qui était la demande initiale de la présidente de la fédération. Elle a dit, je voudrais, s'il vous plaît, que dans ce pavillon, le grand public puisse se confronter, se mesurer à nos valeurs, à nos records, sans qu'il y ait aucune intervention d'une projection vidéo, d'un écran, d'un casque de réalité, juste par la présence physique dans un lieu. Et pour ça, comment est-ce qu'on s'y est pris? Oui, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait une traduction littérale d'un objet qu'on connaît et qu'on associe immédiatement à l'athlétisme? Est-ce qu'on fait un pavillon qui ressemble à une chaussure de course? Est-ce qu'on fait un bâtiment qui a une forme un peu dynamique, qui fait penser au mouvement, au lancer du javelot? Ou finalement, on a décidé de creuser un peu, de faire une recherche sur l'histoire des ouvrages, de l'architecture de l'athlétisme. Et donc, par exemple, en Grèce antique, là où finalement est né cet esprit des Jeux Olympiques, les stades, les lieux où se pratiquent et se mesurent les performances athlétiques, eh bien, ce sont des espaces qui sont hautement régulés
et avec des trames, des colonnes très précises, qui sont non seulement le lieu où on va faire du sport, mais aussi on va le mesurer. Et donc le bâtiment il devient véritablement un outil pour mesurer la distance, combien est-ce que l'athlète a sauté, quelle distance il a parcouru, quelle distance il a réussi à jeter son javelot. Et donc, puisque Marcel parle de distance, après on décompose l'athlétisme, course, saut, lancer. La course, par exemple, un sprinter, type Usain Bolt, il parcourt plus de 10 mètres en 1 seconde. C'est-à-dire, là, il est déjà... Donc, dans notre projet, à un moment donné, on a un grand espace qui est défini par un grand cercle, et ce cercle est dimensionné par rapport à la distance parcourue par Usain Bolt en 3 secondes. Ce cercle il est marqué par un emprunt qu'on fait au stade athlétique, qui est un lièvre lumineux. C'est un outil de travail, les athlètes utilisent ça quand ils s'entraînent pour savoir s'ils sont en avance ou en retard par rapport à un record, comme un repère. Nous, on l'utilise en partie haute, et à un moment donné, dans notre pavillon, on va être capable, pendant ces 3 secondes où la lumière va circuler, d'apprécier la vitesse de déplacement du Usain Bolt. La même chose pour un marathonien, la même chose pour un coureur ou une coureuse de demi-fond. C'est le même principe, par exemple, sur la question du lancer. Bien sûr, on est à la Villette, Paris 2024. C'est pas forcément le lieu que les touristes qui viennent du monde entier pour voir Paris vont se figurer comme étant le plus emblématique de cette ville. Nous, on va parler de la Villette à travers notre pavillon, montrer des éléments importants du parc, son histoire, mais aussi en profiter pour raconter que voilà, vous voyez là la géode, entre nous et la géode, il y a tel record de lancer de javelot. Entre nous et la sculpture de Claire Sontombo, que vous voyez là, il y a tel record de lancer de poids, etc. Même chose pour tout le discours sur le traitement de la lumière dans notre pavillon, tout le travail de toiture, toute cette épaisseur qui est donnée à la lumière, il est dimensionné par rapport à des records qui sont liés au lancer, par exemple la prise de lumière principale, qui va amener une certaine ambiance, une certaine qualité de lumière, elle est aussi à un moment donné à 6,23 m, qui est le record de saut à la perche. Donc voilà, arriver à essayer de créer comme ça ces relations entre le sport et la matière de l'architecture. Puisqu'on parle de matière. Oui, après, ce qui est très intéressant, et c'est là où le projet il se démarque vraiment de ce qu'on fait dans l'école, c'est qu'on va sortir de l'architecture de papier, on va sortir des dessins et de tout ce qu'on fait sur l'ordinateur, et on va vraiment travailler la matière, parce que c'est un pavillon qui devra exister réellement qu'on va reconstruire. Et donc on a cherché, entrer en contact avec des partenaires de l'industrie pour trouver la matière qui va composer ce pavillon. Donc là, on a par exemple le plancher d'un Airbus 380, ça, mise en retraite, qui serait normalement broyé et puis enterré dans une décharge. Et donc nous, on s'est dit, cette matière, elle peut être très intéressante. C'est elle qui va faire la toiture de notre pavillon. C'est un matériau léger et très résistant. Là, on a le revêtement du Stade de France, fait par l'entreprise Mondo. C'est un matériau qui a des qualités très spécifiques qui permettent aux athlètes de courir plus vite, se déplacer plus grand confort. Et donc ils ont bien voulu nous céder 100 mètres carrés, des 10 000 mètres carrés qui sont retirés d'une rénovation qui a lieu aujourd'hui. Et donc cette philosophie, on l'a appliquée aussi à la structure du pavillon qui sera en bois. Il est vraiment du bois qui pourra revenir dans la filière après, puisqu'on a l'idée d'avoir un pavillon qui a une vie utile de 3 mois. Donc il faudra le monter et le démonter. Et on pousse vraiment ça jusqu'au bout, puisque la structure qu'on dessine, qu'on dimensionne, eh bien, on va aussi la faire valider par un bureau d'études, des vrais ingénieurs qui vont voir le projet, qui vont vérifier le dessin qu'on a fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette charpente qu'on a dessinée, eh bien, on va pouvoir la produire ici même à l'école. On a un atelier bois qui est très intéressant d'ailleurs. Et c'est ici on va usiner, donc on va vraiment on va prendre part à toutes les étapes de la production, que ce soit la conception du concept architectural, mais aussi la mise en œuvre. Il y a des questions de logistique, donc on a droit tout au long du chantier à 4 camions qui vont transporter. Donc si on ne s'organise pas à avoir les bonnes pièces au bon moment où le chauffeur vient ici, eh bien, ça sera très compliqué quand on va devoir porter les pièces de charpente dans le métro, c'est très compliqué. Donc c'est vraiment ça ce qui fait de ce projet très différent. Et aussi un autre aspect très intéressant, c'est l'aspect collectif, puisque c'est un seul projet. Les projets que vous avez peut-être vus dans l'école, c'est des projets qui ont été faits par un seul étudiant, là où l'étudiant est une espèce de démiurge, de dictateur. C'est qu'il définit sur le plan, c'est ce qui va se faire, c'est ce qui sera dessiné.
Et ici, dans un groupe de 20 étudiants, on ne peut pas juste venir et dire finalement moi le projet c'est comme ça que je le fais. Il faut valider de manière un peu démocratique, étudiant par étudiant, et puis après montrer ça aux enseignants, et puis finalement croiser ça à la réalité technique du projet. Et donc c'est un processus qui est un peu plus douloureux, plus difficile, mais qui aboutit à des résultats bien plus intéressants à la fin. C'est ce qui fait la richesse de ce projet-là. C'est très intéressant. Bravo. Vous en parlez. Très bien. En quelle année vous avez travaillé sur ce projet? Alors ça c'est des étudiants de licence 3 et de master, donc master 1 et master 2. Moi je suis en master 1 et je suis vraiment entré là pour le dernier semestre du projet, donc c'était la mise en œuvre. Moi je pensais que j'allais venir et que ça serait juste prendre le plan à la coupe et puis juste sur un manuel comme un meuble IKEA, juste construire les pièces et puis faire le chantier. Mais on se rend compte que quand on commence à vraiment penser la structure, la manière dont on va le bâtir, il y a plein d'adaptations qui doivent se faire. Et donc même à cette étape-là, il y a encore des choix de projets qu'on prend. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que moi je prends l'héritage des gens qui ont fait tout ce travail de recherche. Et il faut qu'on modifie le projet sans forcément, tout en étant respectueux du travail des autres. On le verra à la ville. Très bien. Oui, voilà, c'est un bâtiment qui va vraiment exister, on l'espère. Donc vous pourrez le visiter. Merci. Bonne visite. Merci. Voilà. Dans la cour, là. La fanfare, c'est les étudiants auxquels on va. Les étudiants avec volontairement en fin de cours, à la fin du cours, Elville et la Villette, des étudiants de deux écoles. Donc, et donc on a, de ce côté-là c'est des studios, et là-bas c'est les amphis. Là, on a un DJ set fait par le Décibel Asso, donc c'est une asso de chirurgie. Si après, à la fin du parcours, vous voulez, n'hésitez pas. Là, c'est le stand crêpes gâteau réalisé par le Bel Asso, donc la grosse asso étudiante. Là, il y a le Babi, donc nos chers amis qui passent leur vie au Babi peuvent, ceux qui aiment bien, en tout cas, c'est pas mal. Ils sont très forts. Et donc ici, si vous voulez, je vous laisse observer. C'est l'option modèle vivant. Donc pareil, les étudiants ont la possibilité d'intégrer cette option, qui est donc pareil pour expérimenter donc, le modèle vivant, comment faire, comment apprendre cette technique. Et donc tous les recours sont bienvenus, donc que ce soit les aquarelles, la pierre noire, le crayon papier, le stylo, le gros stylo, la couleur. Il y a une infinité de outils qui nous sont, qu'on peut faire. En fait, ici on peut expérimenter beaucoup. Je vous laisse observer. On va dans l'atelier sculpture maintenant. L'atelier Sculpture. Sculpture. Voilà. Donc, bienvenue dans l'atelier sculpture. Donc en soi, les œuvres parlent par elles-mêmes, mais pareil. Donc ici, les étudiants, ils apprennent une nouvelle approche une nouvelle manière de se servir de leurs propres mains. Et donc, ils réalisent tout type de production. Donc là, par exemple, on a justement comment on réussit à faire de la perspective au travers de la sculpture. Donc il y a aussi un peu ce rapport toujours à l'espace et comment, en fait, finalement,
enfin, vous pourrez comprendre comment les différentes options se rapportent à l'architecture. À chaque fois, il y a ce retour à l'architecture. Et donc l'ensemble est vraiment là pour juste nous ouvrir l'esprit. Et après, bah, sans cesse, les expérimentations, les essais, les approches parfois plus artistiques les unes que les autres. Donc voilà, donc ça c'est un peu ce qui pourrait se faire dans le cadre de l'atelier sculpture. Donc ça c'est fait par des licences 3 et des masters. Voilà. Si vous voulez, on va poursuivre par ici. Ça va ? Voilà, donc on continue, on va prendre l'escalier. On va se diriger vers l'atelier maquette. Et sur votre droite, vous avez ce qui sont, enfin, les amphis. Donc, on a 3 grands amphis qui se répartissent sur cette ligne. Et au-dessus, c'est les salles pour les cours d'anglais ou les plus petits TD. Donc par ici. C'est déjà bon. Tout à l'heure, c'était là. C'est juste. Est-ce qu'on a perdu des gens dans le... Ils arrivent, oui, ils arrivent, oui. Donc juste là, juste comme vous pouvez le voir, encore une fois, toujours des projets d'étudiants exposés. Ceux-là, ils sont toujours ici, on peut les voir en fait tout le temps. Et donc l'atelier maquette, c'est par ici. Après, je connais pas les manettes. Donc ça c'est l'atelier maquette, donc le fonctionnement est très simple, il est ouvert à tout le monde. Il suffit juste de s'inscrire et ensuite on a accès. Et en fait ici on va être véritablement encadré à la fois par la responsable de l'atelier qui n'est pas là, mais donc il y a la responsable de l'atelier et après il y a beaucoup d'étudiants moniteurs et en fait comme ce que je vous disais, ce rapport à un peu ne pas avoir peur de demander. Et ici on va vraiment donc si vous voulez n'hésitez pas à voir un peu les œuvres, enfin, les maquettes réalisées dans le cadre de cet atelier. Mais donc on peut arriver avec une idée en tête de projet, voilà, et on va dire je veux faire ça, mais je ne sais pas quels sont les outils dont j'ai besoin pour faire ça. Je fais une idée un peu folle, mais voilà, j'aimerais bien la rendre réelle. Et donc ceux qui s'y connaissent sont vraiment là pour nous dire ah bah peut-être tu peux t'orienter vers cette machine, regarde on l'utilise comme ça. Et donc c'est un endroit en fait où on apprend énormément. Et on peut faire des choses assez impressionnantes en soi. Et vous pouvez voir un peu les machines qu'on a. Voilà. Juste donc aussi pour ajouter, on a un peu ce système de recyclage et pas gaspiller le matériel dont on dispose, et du coup on a ce système de chutier qu'on va retrouver dans l'atelier ici par exemple avec du bois, mais on en aura partout en fait à l'ENSA. Pareil donc pour le carton, et donc en fait en tant qu'étudiant c'est vraiment une dynamique qu'on apprécie beaucoup parce que on va pas toujours être obligé à acheter une grosse planche de carton pour faire une petite maquette. On sait qu'on a les chutiers et donc c'est quelque chose, une grosse aide finalement. Si vous voulez on va par ici.
Ici, Et les machines, tout ça, nous apprend à les utiliser. c'est ça. Disons, en fait, on demande, voilà, on nous demande et on nous aide et on nous apprend. Il faut être curieux aussi. L'atelier maquette, toutes les machines qui sont là sont vraiment ouvertes à tous. Donc ça, c'est quelque chose, on peut utiliser l'imprimante 3D, enfin, tout est ouvert. Et donc, juste, petite pause sur... donc là, c'est tout ce qui est lavage pour couler du béton. Donc, on a cette possibilité de vraiment faire des coulages en béton. Et ici, c'est l'espace donc de l'imprimante laser. Non, laser. Et du coup, donc, chacun peut venir. Il faut juste une séance de enseignement, enfin d'apprentissage de base. Et donc, en fait, après, on peut venir avec notre fichier AutoCAD. Et en fait, on a nos planches de carton. Et en fait, c'est grâce à cette imprimante-là qu'on peut faire justement ce type de maquette topographique. Donc, en fait, le principe, c'est qu'à chaque fois, ce sont des courbes de niveau. Et donc, à chaque fois, on découpe chaque courbe. Et on en découpe une sur deux. En fait, ça permet d'utiliser, de réutiliser, de ne pas gaspiller du carton. Et de faire le tout, l'assembler. Donc ici on est dans l'atelier bois. Donc c'est comme son nom l'indique, c'est pour faire tout ce qui est construction en bois et donc c'est une option et chacun donc, peut venir. Donc l'objectif c'est que ce ne soit pas des grands groupes pour que les étudiants à chaque fois, donc l'objectif c'est qu'ils soient bien encadrés et qu'ils puissent vraiment apprendre et pas risquer quoi que ce soit. Donc il y a vraiment professeurs et moniteurs qui sont là pour nous. Et ici non seulement en fait on apprend à comment manier le bois, mais on apprend aussi du coup à comprendre comment il est constitué, c'est quoi ce qu'on manipule. Et c'est ici que l'on a l'occasion de faire vraiment des constructions, par exemple comme vous pouvez le voir ici par la suite, c'est des grosses constructions à l'échelle 1, donc en taille réelle. Dans le cadre des options, il y a tout type de constructions qui se font. Pareil en bois, et donc on a du mobilier, mais on a tout type de projets, de charpente, de tout. Et donc c'est un enseignement très enrichissant parce que pareil, on n'a pas forcément tout le temps l'occasion d'apprendre à faire ou se servir de toutes ces machines-là. Et donc pouvoir dire que l'on sait travailler le bois, c'est un atout qui représente aussi un plus pour un architecte. Donc si vous voulez, on peut poursuivre par ici. Et donc on va monter maintenant dans l'atelier d'art plastique. Donc juste préparez-vous, c'est le dernier étage, on est au sous-sol, donc ça va être un peu... voilà. C'est parti. Voilà. Mais ça fait depuis le début de la journée. Si vous voulez, on va peut-être avancer par là. Enfin, juste à ce moment-là. Voilà, donc je crois que l'autre groupe puisse un peu de l'espace de l'atelier. Juste là, donc, ce qu'on va voir, c'est un peu donc, les œuvres qui sont un peu dans la continuité de la L1. Donc c'est les deux autres options qui sont un peu en parallèle et qui du coup ne sont pas donc, les arts visuels qu'on a vus au départ. Et donc voilà, c'est un endroit assez grand, pareil. Donc je pense que vraiment l'espace ici, on ne peut pas s'en plaindre. Et voilà. Je sais pas en fait, si on peut rentrer, je pense. C'est bon, il y a de la place, donc on va venir.
c'est très enrichissant. Alors, les cours de dessin, c'est ça, ou en général? On a placé, en première année, je suis à jeudi, après-midi, consacré au dessin et un dessin qui là-bas et donc vraiment on a l'espace. Après vous pourrez bien évidemment faire un tour. Chaque étage a des projets de licence, donc depuis la 1 jusqu'à la 3 et les masters, mais chaque projet, il y a un étudiant qui a fait le studio qui pourra mieux vous en parler que moi. Je vous parlerai de ce que j'ai peut-être pu faire, je vous connais. En fait, ce sera plus simple, on va directement aller en E2, donc venez par ici. Pour la contingence. Juste pour faire un ordre d'idée générale, donc là vous allez trouver les travaux qu'ont réalisés les deuxièmes années pendant le premier semestre, et donc la thématique c'était vraiment donc, le logement individuel, et donc en fait chaque professeur a proposé une approche différente de cette thématique là, donc vraiment on a des approches qui s'opposent complètement les unes des autres, et c'était vraiment ouvert aux étudiants de choisir l'option qui les intéressait le plus. Donc là sur votre droite vous avez une approche qui commençait plutôt par commencer par la salle de bain et ensuite par là continuer et faire tout ce qui se construisait autour et jusqu'à ériger un véritable bâtiment. Et sur la gauche, vous avez par exemple donc, le studio de Paul Grisham qui traite donc la question. Donc, le studio s'appelait la pathologie de l'habité. Et donc l'objectif c'était qu'en tant qu'étudiant on devait choisir une pathologie, peu importe laquelle, et par la suite on définissait certains paramètres. Qui pouvait avoir un lien avec la lumière, avec les sonorités, les matérialités, les textures, ce qu'on voulait. Et en fait, par la suite, on construisait un habitat pour cette personne avec cette pathologie. Et aussi, en fait, le but de ce studio, c'est vraiment de faire une recherche de comment le matériel en fait, va permettre de retranscrire ce que va ressentir la personne. Par exemple, là-bas, on peut voir une maquette de site en mortier. Donc, c'était un site qui était très durable pour la personne, et du coup, le mortier était là pour en fait dire que c'est très durable. Ou alors, ici, ce projet, par exemple, si vous voulez voir, la personne c'était l'anorexie. Et donc, la personne, elle a parlé de avoir une anorexie et à construire une sorte de machine à escalier, il y avait un ça. Et donc, on continuer avec le cardio et voilà. Mais après, il y avait d'autres approches, donc c'était l'inverse. Tu veux une remédier à cette pathologie. C'est la croix. C'était une approche assez. Physique. Après, bon, voilà, je vous parle de ça, c'est ça. Mais libre à vous de par la suite continuer et vous intéresser à vous en rappeler mieux. Et si vous voulez, là, on continue le 8 dans la médiathèque. On finit comme ça sur la médiathèque, et ensuite c'est au premier étage. Et vous pouvez être faire E1, donc licence 1, licence 2, licence 3. Voilà. Et manger une petite maison. Donc on va rapide dans la médiathèque. Laïna, oui. Le tien, il est où? Je l'expliquerai après. Elle nous a tellement parlé.
Ok, donc juste ici on est donc c'est la médiathèque, et au sein de la médiathèque on a la chance d'avoir cette matériothèque. Donc en fait si vous voulez juste vous déplacer, un peu observer, même n'hésitez pas à toucher les matériaux. D'ailleurs en archi c'est ce qu'on nous dit dès qu'on arrive dans un nouveau bâtiment ou quoi, bah voilà, toucher, manipuler, peser, voir comment ça se construit. Et en fait du coup c'est un endroit qui est très enrichissant parce que bah pas forcément en L1 mais après dès la L2 le matériau commence à prendre une place très importante dans nos projets, bah, même là, celui dont je vous parlais de savoir quelle était la relation entre le matériel et ce que ce matériel produit en nous, quel effet on ressent. Et du coup, bah, même après, en deuxième semestre de la L2, à partir de ce deuxième semestre, on commence vraiment à avoir des cours sur les matériaux, sur les différents types de matériaux, sur leur rôle, sur ce qu'ils nous apportent, comment isoler, quel type d'isolation on aurait besoin. Et du coup, bah, y a tout type de ressources, et c'est un endroit très inspirant en fait finalement, parce que bah, on ne sait pas forcément dans quelle matière faire notre projet. Bah, on vient à la matériothèque et on regarde, on touche, on teste, et c'est cool quoi. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu. Du bâtiment en fait on voit tous les trucs. Oui, c'est ça, je sais pas si ça n'a pas été caché justement parce que c'est des écoles d'archi ou pas, mais en tout cas les aspects constructifs on les voit appliqués à la réalité aussi. Ouais. Disons que c'est vraiment un centre où on a énormément de ressources, que ce soit depuis des revues jusqu'au film, sans pas oublier les livres évidemment. Donc c'est un endroit vraiment qu'on apprécie beaucoup. Et même dans le cadre de cet espace, il y a un nouveau club qui a été formé, qui est le club lecture. Et en fait, c'est vraiment un club qui sert à l'épanouissement en fait, de l'étudiant. Donc on a des professeurs intervenants qui sont des professeurs qu'on admire beaucoup et qui viennent, donc on lit le livre et en fait les profs après, on a un peu un débat ouvert, questions-réponses avec le professeur. Et du coup aussi c'est cool parce qu'on a plus ce rapport de professeur-étudiant qu'on pourrait avoir en amphi, mais vraiment tout le monde peut venir et tout le monde peut donner son avis, on écoute tout le monde et le professeur en fait finalement fait partie un peu de ce même ensemble, et donc aussi on a ce rapport assez proche avec lui grâce au club lecture. Donc si vous voulez venir par ici. Et donc là comme vous pouvez voir il y a des projets d'étudiants constamment exposés. Là il y a les films. Et on va peut-être monter juste.
Donc ici on se trouve donc dans la partie disons majeure de la médiathèque, donc avec à la fois des grands espaces pour travailler tout autour et on est en fait complètement entouré d'ouvrages en rapport avec l'architecture, donc c'est un endroit très très riche en ressources. Donc là vous pouvez voir un peu des objets qui ne sont pas toujours là mais du coup qui ont été réalisés dans le cadre de l'atelier bois. Et donc on a des lampes, des repose-livres, enfin c'est super cool. Et aussi donc là il y a plein de maquettes aussi réalisées, c'est des maquettes d'analyse du studio de Galbreton, donc c'est un autre studio de L2 qui est plus dans la continuité de la L1 et donc là il devait vraiment analyser, en fait disons que dans les études d'architecture ça va être très courant que avant d'entamer un projet qui touche une certaine thématique, on va d'abord faire une analyse soit d'un projet déjà existant, soit d'un site déjà existant. Et cette analyse va vraiment nous permettre ensuite d'avoir les clés pour poursuivre notre projet qui nous est propre. Donc je ne sais pas si peut-être vous voulez faire un petit tour là des maquettes. Donc la plupart sont réalisées en carton bois ou carton gris. Et voilà, et toutes faites à la main par DL2. Il y a aussi des maquettes de Augustin Cornet. Et n'hésitez pas, il y a aussi des livrets à les feuilleter. Il y a pas mal de dessins réalisés par les étudiants de leurs maquettes aussi. Enfin, c'est joli. Dire. Il y a un autre groupe qui arrive, donc je sais pas si après, si vous voulez rester ou peut-être qu'on peut, je sais pas, en fait, j'avais fait avec d'autres groupes un cercle de questions-réponses, je sais pas si ça vous intéresse ou si vous voulez être, on peut ressortir, on va dans la cour, ouais. D'habitation, elle est dehors et donc en fait elle s'habitue à cet espace extérieur avant d'être véritablement à l'extérieur. Donc je cherchais comment faire pour paramétrer les entrées de lumière et tout, comment faire après pour comment on se sentait à l'intérieur, si par exemple on est dans un endroit, est-ce qu'on peut avoir l'impression qu'on domine tout l'espace intérieur, parce que du coup après c'était ça le projet, c'était de faire 2 unités. Donc une en sous-sol en béton très épais avec des parois très épaisses, exagérément épaisses, pour que la personne elle se sente complètement protégée avec cette ambiance de cocon.
Et en gros, les entrées de lumière dans cet espace, c'est que des entrées de lumière diffuses avec du coup une vue vers l'extérieur assez indirecte. Enfin, on voit que le ciel en fait. Il y avait par exemple, enfin là on voit pas trop, mais il y a une cour avec un mur en pente et du coup c'était vraiment pour accentuer ce rapport au ciel qu'on est dehors mais qu'on est seul dans cet extérieur. Donc qu'il n'y a personne autour et que du coup on est tranquille. Donc c'était un peu un espace pour justement rassurer la personne. Mais les activités de la vie quotidienne, enfin beaucoup l'entrée par exemple, ou la cuisine, la salle de bain, tout ça, enfin elles étaient aussi très situées dans la partie supérieure, où donc il y avait, donc c'est un endroit très illuminé avec des parents clairs pour justement bien diffuser la lumière, les entrées de lumière. Et l'objectif en fait c'était que du coup c'est un espace un peu compliqué à vivre, mais que pour rassurer la personne, il y avait un peu cette idée de couche enfin en gros j'ai beaucoup travaillé avec ça, où en gros peu importe si on est là ou si on est là, en fait on voit l'extérieur et on sait qu'on est un peu dans une sorte de phase externe, mais qu'on a la domination absolue de l'ensemble de l'espace et qu'on comprend l'espace et qu'on sait où on est et que du coup on va pas être déstabilisé du fait que on sait qu'il y a de l'extérieur, mais comme on connaît l'espace on va être rassuré. Et pour accentuer ça, en gros, j'ai décidé, il y a 2 murs porteurs sur les côtés, mais du coup, à l'intérieur ici, il n'y a pas vraiment de cloison et que tous les différents usages juste se différencient par les niveaux de sol et les entrées de lumière directes. Et voilà. Et après, du coup, pareil, il y avait des dispositifs lumineux justement pour permettre les entrées de lumière vraiment dans ces espaces-là. Et de là et de la fenêtre là-bas, en gros, il y avait 2 ouvertures. Enfin, c'était un peu les. C'est pour ça que le projet s'est fait en longueur. Parce que en gros l'objectif c'était un peu de le déployer sur un axe linéaire qui offrait des vues à la fois sur le passage du canal de l'Ourcq qui était un passage assez éphémère et le passage plutôt stagnant qu'il pouvait y avoir parce qu'ici il y a un parc, donc le parc serait là-bas et donc c'était un peu cette idée-là. C'est un logement individuel ou c'était un logement individuel, mais enfin dans ce cas-là c'était pour plusieurs personnes, enfin une personne et son couple, et en fait donc pareil grand. Là par exemple les niveaux sous plafond sont très grands pour souligner l'aspect qu'on est dans un grand espace comme le monde extérieur. Et sinon aussi pareil, c'était pour recevoir aussi beaucoup de personnes puisque la personne agoraphobe va pas forcément tout le temps vouloir sortir, donc il fallait que ce soit... C'est pour ça qu'il n'y a aucune fenêtre directe. Voilà, juste si, il y a là et là-bas. Ah d'accord. Et du coup en fait c'était un peu les 2 zones les plus externes. Depuis de lumière. Celui en terre, là, c'est pour quel... De quoi? Ça? Non, là-bas. Ah Et puis, qu'est-ce qu'elle fait la nourriture? Il y a celui de Baptiste, là. Baptiste, c'est là-bas. Ouais. C'était une unité centrale à la nuit.